Bonsoir à tous et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Les États membres de l'Organisation de la coopération islamique sont réunis à Istanbul, en Turquie, pour le 13e sommet de l'OCI. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, prend part à ce sommet. Les questions sécuritaires et la coopération pour le développement des États membres sont au menu de la rencontre. Paul Kaba Tieba sur le chantier de construction de la station de traitement d'eau potable Ziga 2 d'un coût total de 104 milliards de francs CFA. Le projet devrait mettre fin aux difficultés d'approvisionnement de la ville de Ouagadougou à l'horizon 2018. Les préoccupations des travailleurs, notamment l'application de la loi 081, objet de discussion entre le gouvernement et les syndicats. Selon le ministre en charge de la fonction publique, l'État va respecter ses engagements vis-à-vis de ses partenaires sociaux. Et puis, cela fait 2 ans, jour pour jour, que les lycéennes de Chibok au Nigeria ont été enlevées par Boko Haram. Une preuve de vie des adolescentes a été diffusée sur Internet. Les proches des victimes sont descendus dans la rue ce jeudi pour réclamer la libération des jeunes filles. Le 13e sommet de l'Organisation de la coopération islamique s'ouvre ce 14 avril à Istanbul, en Turquie. Le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, est arrivé hier dans la capitale turque pour prendre part aux travaux de ce sommet. La sécurité et la coopération pour le développement seront au centre des discussions. L'arrivée du président du Faso avec Souleymane Sanou et Nathalie Savadogo. Le président du Faso est arrivé à Istanbul ce mercredi soir où il a été accueilli par le ministre de l'économie de la Turquie, Mustafa Elitas. À l'accueil également de la délégation burkinabé, quelques membres du personnel de l'ambassade du Burkina en Turquie, avec à leur tête l'ambassadeur Amadou Dziko. À Istanbul, Roch-Marc Christian Kaboré sera avec les autres dirigeants des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique pour le 13e sommet de cette organisation. L'ordre du jour de ce sommet comprend entre autres la situation des conflits dans le monde islamique, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans les États membres de l'OCI. Le sommet d'Istanbul examinera également la situation du développement des États membres de l'OCI et la coopération entre ces États dans les domaines de la santé, de l'enseignement, de l'environnement et de la culture. L'Organisation de la coopération islamique, dont le Burkina Faso est membre depuis 1975, regroupe 57 pays. En marge du sommet de cette organisation, le président du Faso aura des entretiens avec des personnalités internationales pour discuter de sujets relatifs au développement du Burkina Faso. Un reportage signé Souleymane Sanou et Nathalie Kaoré. Le Premier ministre s'est rendu cet après-midi sur les berges du barrage Ziga. Paul Kaba Tieba a visité les installations existantes et les travaux de construction de la phase 2 d'une capacité de 200 millions de mètres cubes. Ziga 2 permettra de résoudre les problèmes d'approvisionnement en eau potable de la capitale burkinabé. Alidou Badini, Nyarkiteda. Avec un début timide, le projet Ziga 2 avance sûrement. C'est ce qui a été donné de voir au Premier ministre qui a effectué sa première sortie sur les lieux. 20% comme taux d'avancement global des travaux, les techniciens rassurent, le projet tant attendu donnera ses premières offres en fin juin 2017. Je pense qu'on sera au rendez-vous. Vous avez vu, les entreprises se sont engagées. On a des réunions hebdomadaires du suivi donc, de ce chantier. Je pense que s'il plaît à Dieu, on sera au rendez-vous. Il s'agira alors de renforcer les capacités des Ziga 1 qui peinent à desservir la ville de Ouagadougou et ses environs avec un déficit de 28 000 m3 en temps normal contre 47 000 m3 en temps de chaleur. Avec ces nouvelles réalisations sur place à Ziga et à Boudtenga, l'ONEA prévoit 0 corvée d'eau d'ici à 2018. Une performance qui va se maintenir jusqu'en 2030 et expliquer de fond en comble au chef du gouvernement. Vous avez une assurance en eau potable jusqu'à l'horizon 2030, qui est considérable. Je parle sous le contrôle de l'ingénieur, mais ce que j'ai compris, c'est que d'ici 2030,
compte tenu du courant naturel de la population, les besoins en eau potable de la ville de Ouaga seront estimés autour de 317 000 mètres cubes par jour. 317 mètres cubes par jour. Et si je vois les installations que nous sommes en train de faire en termes de capacité Ziga 1 ou Ziga 2, on sera autour de 347 000 mètres cubes par jour. Ce qui fait qu'on sera au-dessus des besoins de la ville de Ouaga. Déjà, l'ONEA prévoit l'après 2030 et pourrait s'offrir les services du barrage de Bagré ou la construction de nouveaux barrages sur le Nazino. En attendant, les regards restent rivés sur Ziga, dont la deuxième phase permettra d'étendre l'accès à l'eau potable aux quartiers périphériques de la capitale avec des installations adéquates. Échange aujourd'hui entre le ministre en charge de la fonction publique et les responsables syndicaux. Clément Savadogo a réaffirmé la volonté du gouvernement de respecter ses engagements. Les discussions ont aussi porté sur le système éducatif burkinabé et la baisse du prix des hydrocarbures. Sie Dilare Yen et Olopoda. C'est une rencontre d'information sur les engagements pris par le gouvernement en matière de revendications des travailleurs. Sur l'application de la loi 081 portant statut général de la fonction publique, le gouvernement note une satisfaction. La loi des finances rectificative est en cours de débat à l'Assemblée nationale et toute incidence ayant trait à son opérationnalisation seront gérées au cours de l'exercice 2016, foi du gouvernement. Pour nous, en termes de mesures à prendre au niveau du gouvernement, pour à la fois sa mise en œuvre au plan juridique par la prise des décrets d'application et l'incidence financière, ces questions essentielles-là, pour ces questions-là, pour nous, c'est une question close parce que toutes les dispositions sont prises à cet effet. Le gouvernement organise son programme de sorte que la mise en œuvre soit effective dans le délai légal qui est un délai d'1 an. Sur les questions de mise en œuvre du continuum, du système LMD et du contrôle sur l'utilisation du gaz par les véhicules auto, l'exécutif burkinabé rassure. Des actions sont en cours en vue de trouver une issue favorable à toutes ces questions. Un autre mécanisme de détermination des prix des hydrocarbures est en discussion, renchérit le ministre de la fonction publique. À cette rencontre, Clément Savadogo a exprimé la volonté du gouvernement à maintenir un dialogue fécond avec ses partenaires sociaux. Nous on est venus sur place quand nous avons été informés d'un certain nombre de choses. Donc nous prenons ça comme ça et puis j'ai ajouté que nous allons aller à tête reposée et s'il y a des préoccupations, nous allons donc revenir vers lui. Ils nous ont donné un papier, nous allons le lire horizontalement, verticalement, entre les lignes et nous vous reviendrons pour vous dire que s'il y a des chemins ou bien s'il n'y a pas de chemin à faire. Les syndicats disent prendre acte et comptent aviser la base. Toutefois, ils demandent au gouvernement d'améliorer sa communication pour que le dialogue entamé jette les bases d'un développement durable. Depuis quelques semaines, la journée continue est entrée en vigueur dans les écoles primaires. Les cours vont désormais de 7h30 à 16h avec une pause entre midi et 14h. Enseignants et élèves ont pour le moment du mal à s'habituer à ce changement. Sie Dilare Yen et Oumar Zombré. Le son du sifflet du maître de la semaine de l'école Paspanga D retentit. Il est 16h, c'est la fin des classes pour cette journée et c'est comme ça dans toutes les écoles primaires publiques du Burkina et ce depuis quelques semaines déjà. Les horaires ont changé à l'école primaire. Les classes débutent comme à l'accoutumée à 7h30, finissent pour la mi-journée à 12h et reprennent à 14h pour s'achever désormais à 16h. Mais cette nouvelle mesure n'est pas pour autant sans difficulté. Vraiment, ce n'est pas facile. Parce que les enfants qui sont très éloignés, et sans cantine, ils sont obligés de rentrer quand même, manger, revenir à 14h. Nous enregistrons beaucoup de retard et aussi le temps de la pause de midi à 14h, c'est restreint. Alors, avec le temps, certains, à partir de 14h, quand ils arrivent, ils somnolent. Au niveau des enseignants également, nous avons
le jeudi qui est pris, c'était un jour sacré pour nous. Ça nous permettait de poursuivre nos dossiers au niveau de l'administration. Et maintenant que ce jeudi fait partie des cours, du matin au soir, je pense qu'il va sans dire qu'il y aura pas mal de difficultés. Ce n'est que le mercredi, à partir de 11h30, et que nous avons le temps. Selon le directeur de l'école Paspanga D, cette nouvelle mesure n'aurait aucune incidence sur les volumes horaires des classes. Le volume horaire hebdomadaire est toujours respecté. Ça ne cause pas de problème. Maintenant, vous voyez que les samedis étaient consacrés aux révisions. Alors maintenant, nous ne savons pas à quel moment il faut placer cette journée de révision. Pour certains parents d'élèves, cette journée continue est la bienvenue. En tout cas, moi j'apprécie la journée continue. Comme c'est pour tout le monde, je pense que c'est bon. Entre les élèves qui somnolent les après-midi et les enseignants qui ne savent pas encore comment réorganiser leur emploi du temps, cette journée continue semble difficilement s'installer. Mais cela n'est qu'une question de temps, nous confie le directeur de l'école Paspanga D. Juste le temps que tous s'habituent à ces nouveaux horaires. Victime d'un accident de la circulation l'année dernière alors qu'il était au CM1, Adama Lebzabré a aujourd'hui perdu l'usage de ses mains. Aujourd'hui en classe de CM2, Adama écrit avec sa bouche et compte bien décrocher son certificat d'études primaires. Zoom sur le quotidien de cet élève avec Moussa Ouedraogo et Dramandadian. Il n'a que 13 ans. Mais depuis l'année dernière, il caresse le rêve de devenir médecin. Je veux être docteur. Parce qu'il aide les gens de ne pas mourir. Élève à l'école Kilwense, dans la sève de Ouagassis, Adama Lebzabré a perdu ses membres supérieurs sur le chemin de l'école. Et cela suite à un accident de circulation survenu le 3 mars 2015. Accident le 3 mars 2015. Bon, cet accident nous a très choqués et c'est par miracle qu'il ait pu survivre. Pour nous, il n'était plus question qu'il reprenne la route de l'école vu son état, mais il a insisté pour y retourner. Une fois à l'école, encadreurs et élèves ne cessent de lui témoigner leur affection. Il m'aide à manger, à soulager et à boire. Et nous essayons de l'accompagner. Il ne se gêne pas au milieu de ses camarades. Tout moment, ses camarades sont autour de lui. Tout ce qu'il veut faire, et promptement, ils réagissent. Une manière pour eux de l'aider à dominer son handicap. L'administration des épreuves du certificat d'études primaires, session de 2016, est prévue pour début juin. Privé de ses mains, alors qu'il est candidat cette année, Adama Lebzabré a décidé d'écrire avec sa bouche. Au tout début, il venait s'asseoir, il regardait ses camarades travailler, mais avec le temps, il a essayé de s'exercer avec sa bouche et quelque temps après, ça marchait. Et il venait, en tout cas, il copiait les leçons, il fait les devoirs. Il arrive des fois qu'il arrive à suivre, il y a des fois aussi, avec certains schémas qu'il faut faire, il accuse un peu de retard. Des dispositions ont été prises et tiennent compte de la spécificité de chaque handicap, renchérit le chef de la circonscription d'éducation de base de Ouagassis. Conformément au texte en vigueur, la notion du tiers-temps sera appliquée aux candidats en situation de handicap en leur accordant plus de temps de composition par rapport aux autres. Donc j'ai officiellement adressé un courrier à l'adresse des examens et concours pour signaler son cas et demander qu'il soit pris en compte dans l'évaluation du CEP. Que ce soit pour son cas, que ce soit pour les malvoyants, que ce soit pour les malentendants, quelle que soit la nature du handicap, si les candidats, en tout cas d'office, le tiers-temps lui est appliqué. Même rassuré de pouvoir prendre part aux examens du CEP, Adama Lebzabré s'inquiète tout de même pour l'avenir. Sans prothèse, il se demande s'il réussira bien à surmonter son handicap.
Vers le renforcement des capacités techniques et opérationnelles du centre hospitalier universitaire à Yalgado Ouedraogo, la Chine, Taïwan et le secrétariat permanent des engagements nationaux ont cofinancé à hauteur de 100 millions de francs CFA les travaux de rénovation du service de réanimation polyvalente. L'hôpital Yalgado Ouedraogo a également un nouveau centre unique de prélèvement. L'infrastructure qui a coûté 150 millions de francs CFA a été inauguré ce matin. Paul David Bambara et Yolande Lompo. Fini le manque d'oxygène pour les patients dont le pronostic vital est engagé au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. La remise à niveau du réseau des fluides médicaux est effective avec l'acquisition et l'installation d'une centrale d'air médical d'une capacité de 600 m3 et d'une centrale d'oxygène de 100 m3. En plus de ces équipements, l'on note la réhabilitation du service d'anesthésie et de réanimation. Toutes les pathologies, dès qu'elles se compliquent jusqu'à un certain niveau, sont passibles d'être prises en charge en réanimation. On a eu des moments de difficultés majeures ici, où vraiment on fonctionnait très difficilement. Évidemment, il y a une amélioration très nette au plan infrastructurel. C'est un très grand pas dans l'amélioration de nos prestations. L'enveloppe totale de cet investissement cofinancé par l'ambassade de la République de Chine, Taïwan et le secrétariat permanent des engagements nationaux s'élève à 100 millions de francs CFA. On va continuer de travailler avec le ministère de la Santé, aussi avec l'hôpital de Yalgado Ouedraogo, à essayer de faire mieux, de l'aider à rendre de meilleurs services à la population burkinabé. Et pour permettre aux patients de faire les examens en un seul endroit, un centre unique de prélèvement des examens de laboratoire a été également inauguré. Avec ça, tout est regroupé. Tous les laboratoires envoient leurs laborantins ici. Ils sont là, chacun selon la nature, c'est sur place que tu fais. Et c'est ici aussi que tu viens chercher les résultats. C'est ici aussi que tu payes les prestations. D'une valeur totale de 150 millions de francs CFA, ce bâtiment R+1 est financé par le projet de reconstruction et d'équipement du CHU Yalgado Ouedraogo. Le directeur général de la Sofitex a effectué une tournée dans les régions cotonnières de Banfora et de Bobo-Dioulasso. Objectif de la sortie, expliquer aux producteurs la décision d'abandonner la culture du coton BT au profit du coton conventionnel. Le point de la sortie avec Bétibier Naon et Karim Sissé. À Banfora, tout comme à Bobo-Dioulasso, le message du directeur général de la Sofitex est clair. Pour la campagne cotonnière 2016-2017, il faut 100% de coton conventionnel. Et pour relever ce défi, il faut l'engagement de tous les acteurs de la filière. La nationale des fibres textiles jouera sa partition. Il s'agit d'abord de la semence, l'accélération des mises en place des semences de coton conventionnel. Il s'agit également des mises en place d'intrants. Il s'agit des mises en place d'insecticides et là, nous avons fait des commandes complémentaires. Nous avons également indiqué aux producteurs que nous avons commandé des appareils de traitement qui leur permettront d'être en confort par rapport donc à la protection phytosanitaire du cotonnier. Lors de ces rencontres, les travailleurs de la Sofitex et les producteurs de l'or blanc de ces deux régions cotonnières ont marqué leur adhésion à ce retour au coton conventionnel. C'est quelque chose que tu ne gagnes pas, des bénéfices dont tu ne peux pas continuer à le produire. On a 100% accepté son message. La culture de consommation, tout le monde est content à le faire. Parce que c'est un problème, c'est un travail qu'on le faisait avant. Il suffit de suivre les itinéraires techniques. Il est prévu une production de 90 000 tonnes dans la région cotonnière de Banfora et de 105 000 tonnes dans celle de Bobo-Dioulasso, au titre de la campagne 2016-2017. Les acteurs œuvrant dans le domaine de la météorologie sont en concertation à Ouagadougou sur la table des travaux, le cadre national des services climatologiques. Ils ont pour mission d'examiner, d'amender et de valider le document. Yacouba Gamene, Mounira Kéré. Ils œuvrent dans le domaine de la météorologie et des changements climatiques.
Ils ont 48 heures pour adopter et valider le cadre national pour les services climatologiques du Burkina. C'est un cadre qui vise à renforcer la production, l'accessibilité et l'exploitation des informations liées au climat et aux prévisions météorologiques. C'est important pour qu'un pays dont l'économie en particulier dépend d'une agriculture pluviale et est très exposée, comme on a pu le voir avec les inondations de 2009, qu'il existe une réaction collective du gouvernement, des organisations internationales pour épauler ces pays à faire face à ces défis absolument essentiels. Une fois validé, le cadre national des services climatologiques va permettre de répondre aux besoins en information des secteurs socio-économiques comme l'agriculture, la sécurité alimentaire, l'eau, la santé et l'énergie. L'information météorologique est disponible, mais cette information n'a pas toujours été véhiculée vers les utilisateurs. Et ce cadre met en place toute une chaîne des producteurs jusqu'aux utilisateurs en passant par les communicateurs pour que cette information arrive à celui qui en a besoin. La mise en œuvre de cet outil d'information est assurée par la Direction générale de la météorologie du Burkina avec le soutien de l'Organisation mondiale de la météorologie et du système des Nations unies. Les instructeurs militaires s'instruisent sur le contenu du manuel citoyen, un document conçu par le ministère en charge de la justice. Cette formation vise à promouvoir davantage le civisme au sein des forces armées nationales. Issa Kanana, Maxime Zongo. Garante de la souveraineté nationale et protectrice de l'intégrité du territoire des personnes et des biens, les forces armées nationales jouent un rôle déterminant dans la vie de la nation. Renforcer leur niveau civique, c'est donc consolider leur esprit républicain. Nous allons aborder des questions de civisme, de citoyenneté, la connaissance de la patrie, l'organisation et le fonctionnement de l'État, les instruments juridiques de promotion et de protection des droits humains. Nous allons également voir ce qu'on appelle les armoiries nationales, la devise de la nation et autres. Depuis 2002, le ministère en charge de la défense nationale en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer a planifié et réalisé ce programme d'animation civique dans les casernes. Nous avons voulu mettre ça en œuvre et renforcer davantage le civisme des militaires, mais aussi leur esprit républicain. C'est pourquoi nous avons fait cet atelier de formation en commençant par les formateurs. La présente formation s'adresse exclusivement aux formateurs issus des écoles et centres de formation de l'armée. Les bénéficiaires, à leur tour, seront chargés de vulgariser le contenu dans les casernes. Le premier salon international de la sécurité, des technologies de l'information et des communications se tiendra du 31 mai au 4 juin 2016. Le CISTIC se veut une plateforme de rencontres et d'échanges dans le domaine de la sécurité informatique. Les organisateurs de la rencontre ont rencontré la presse pour donner des précisions sur l'événement. Adama Guiti, Marguerite Douagneau. La cybercriminalité est une réalité au Burkina Faso. Nous en avons pour preuve des délinquants constamment interpellés par les forces de sécurité et présentés à la presse pour des faits de piratage, de vol d'identité, de données privées et bancaires. Le fléau qui prend de l'ampleur n'épargne aucun secteur d'activité et pose la question de la protection des individus et des entreprises. Le Salon international de la sécurité des technologies de l'information et des communications a pour ambition d'apporter solution à la problématique. C'est l'occasion pour nous ici, lors de ce salon, de proposer des solutions avec les grands noms de constructeurs en sécurité qui seront présents et qui vont présenter tout un panel de solutions à même d'aider les utilisateurs à mettre en place des solutions de sécurité. Le CISTIC se tient en collaboration avec la Semaine nationale de l'Internet sous le thème « Sécurisation des accès de l'utilisation d'Internet en entreprise ». Le CISTIC, Salon international de la sécurité des technologies de l'information et des communications, est une plateforme que nous avons mise en place, une plateforme d'échange, de rencontres, de partage, d'expériences surtout, entre les acteurs de la sécurité informatique et également les utilisateurs finaux des TIC.
Le CISTIC est prévu pour se tenir du 31 mai au 4 juin 2016 sur le site du CIAO à Ouagadougou avec au programme conférences publiques et forums, ateliers techniques, formations, audit du système d'information et exposition. Les informations sont disponibles sur le site www.cistic.org. Un programme pour contribuer à l'alphabétisation des femmes du plateau central. L'initiative est du Rotary Club Ouaga Elite. La formation va concerner une trentaine de femmes de Zignaré, Paul David Bambara et Tangaka Fando. C'est une sobre cérémonie qui marque le lancement de la campagne d'alphabétisation dans la province de Lubri-Tenga. Un programme qui permettra à 750 productrices de s'initier à l'écriture et à la lecture, mais aussi à d'autres techniques comme l'embauche bovine, la conservation de l'oignon et du niébé, l'élevage de la volaille, le tissage et la teinture. Initié par le Rotary Club Ouaga Elite, le programme est financé à 25 millions environ par le district de 1570 du Rotary Club Japon. On sait qu'une fois que la femme arrive à se prendre en charge, alors c'est toute la famille qui gagne. Donc c'est pour cela que nous avons opté, n'est-ce pas, de nous focaliser sur la femme. Et comme le disait le directeur régional, les taux sont encore plus alarmants en ce qui concerne les femmes au niveau, n'est-ce pas, de l'alphabétisation. La mise en œuvre du programme est assurée par l'association Appui aux initiatives rurales avec la supervision des autorités en charge de l'alphabétisation de la localité. Cette action du Rotary international vient vraiment en tout cas, nous permettre de booster en tout cas davantage en tout cas, ce taux-là. Nous sommes certains et nous avons espoir qu'au bout de cette campagne-là, en tout cas, ça va beaucoup porter en tout cas, ces indicateurs-là à la hausse. Témoins du lancement du programme, les responsables du Rotary Club Japon n'ont qu'une seule attente, voir s'améliorer la condition économique et sociale des bénéficiaires à travers ce programme. Et puis, 2 ans après leur enlèvement par la secte Boko Haram, 219 filles de Chibok au Nigeria sont toujours portées disparues. Le 2e anniversaire du kidnapping des lycéennes a été marqué par des marches pour leur libération. Au Nigeria, le mouvement Bring Back Our Girls, ramenez nos filles, fait le bilan 2 ans jour pour jour après l'enlèvement des lycéennes par les islamistes de Boko Haram. Il est misérable. On est sans nouvelles de 219 d'entre elles. Quand l'incident est arrivé, franchement, j'ai voulu disparaître de la surface de la terre, se souvient la mère d'une des filles. Je préférais mourir plutôt que de témoigner de cela. En avril 2014, plus de 250 lycéennes de 12 à 17 ans étaient kidnappées dans la petite ville de Chibok, au nord-est du Nigeria. Les insurgés de Boko Haram les font monter en pleine nuit dans leur camionnette, mettent le feu à l'école avant de se replier dans la forêt. 57 d'entre elles parviennent à s'échapper. 1 mois après l'enlèvement, le chef Aboubakar Shekau propose dans cette vidéo de les échanger contre des djihadistes emprisonnés, ce que refusent de faire les autorités nigérianes. Le crime, très médiatisé, est loin d'être le seul de ce genre, rappelle le coordinateur humanitaire de l'ONU dans le Sahel. Quand un groupe extrémiste violent attache une bombe autour de la taille d'une fille de 7 ans et l'envoie se faire exploser sur un marché, c'est l'exemple du mal. Je ne vois rien qui puisse être plus horrible. 63 kamikazes se sont fait sauter dans le nord du Cameroun pendant le mois de janvier de cette année. La moitié d'entre eux étaient des filles ou des femmes. En septembre dernier, 9 personnes étaient tuées à Kolofata, au nord du Cameroun, dans un attentat kamikaze perpétré par des enfants. L'insurrection menée par Boko Haram depuis 2009 a fait environ 20 000 morts et des millions de déplacés. Le décès accidentel d'un élève à Kouritenga et le dégel des avoirs de certaines personnalités présumées impliquées dans le putsch manqué de septembre 2015 font la une des quotidiens. La revue de presse est avec Abdul Rasmane Zongo. C'est un 13 avril sombre, voire mortel, dans le milieu scolaire du Kouritenga. En effet, le décès accidentel d'une élève, le 3e en 10 jours, provoque la colère et l'indignation des populations riveraines du Kouritenga. Arpentant le chemin de son école sur son vélo,
raconte le journal Notre Temps, et à la suite d'une chute, elle a été écrasée par un véhicule qui la suivait. Et les populations réclament des ralentisseurs, voire des feux tricolores. La grande famille pénitentiaire est en grève non-stop à compter de ce 13 avril, rapporte aujourd'hui au Faso. Raison invoquée, la non-satisfaction de la plateforme revendicative des GSP. Ils réclament l'obtention d'un statut particulier. Cette grogne n'est pas sans conséquence dans le fonctionnement de la justice, ajoute le quotidien. Toujours sur le plan judiciaire, ils sont désormais dégelés, les avoirs de plusieurs personnalités et partis dans le collimateur du coup d'État avorté de septembre 2015, confie le journal Notre Temps. Une situation qui fait réagir avec allégresse un responsable du CDP. C'est un bon début pour la réconciliation nationale, affirme-t-il. Adieu au coton génétiquement modifié. Après 10 ans d'expérimentation, le Burkina Faso renonce, annonce le journal Aujourd'hui au Faso, à la culture des OGM. Et puis, tout à l'heure, à 21h, vous aurez votre émission Controverse. Simon Gongo reçoit des acteurs politiques pour discuter des 100 jours du président Roch-Marc Christian Kaboré à la tête de l'État burkinabé. Rendez-vous à ne pas manquer. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.